lançons-nous pour ce webinaire sur la stratégie d'entreprise à l'heure de l'urgence climatique. Est-ce que les vieilles recettes peuvent encore suffire? Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes deux ce matin pour réaliser et partager ce temps avec vous. Je me présente, Hugues-Marie Olagnier, je suis principal chez Carbone 4 et je co-dirige la pratique stratégie avec un de mes collègues qui s'appelle Clément Ramos et qui n'est pas là parmi nous ce matin. Avec moi, un autre membre éminent du pôle stratégie de Carbone 4, Antoine Crépel. Voilà, donc bonjour à toutes et tous, Antoine Crépel, et ça fait environ un peu plus de 2 ans maintenant que je suis chez Carbone 4 et donc dans le pôle stratégie. Et Antoine est un des co-rédacteurs de la publication qui donne lieu à ce webinaire ce matin, et donc on leur remercie vivement pour ce travail de fond fort utile. Alors, ce matin, ce qu'on vous propose déjà en termes de règles du jeu, on a un topo qui va durer à peu près une quarantaine de minutes. Donc, on vous invite à pouvoir, si vous le souhaitez, poser vos questions tout au long de l'exposé dans le module questions et réponses de Zoom. Vous le trouverez dans la barre d'outils de Zoom. C'est beaucoup plus facile à suivre via ce module que directement dans la discussion générale. On prendra les 20 dernières minutes de ce webinaire pour pouvoir répondre à vos questions de manière plus interactive. Donc, on partagera nos réponses sur la base des questions que vous aurez écrites. Si ça vous va, on va se lancer tout de suite et on va ce matin aborder en fait 4 thématiques. Tout d'abord, autour de la prospective, qui est une question, on va dire, de survie pour les entreprises, de faire une analyse critique des scénarios de place qui permettent de réaliser ces exercices prospectifs, puis de partager avec vous un cas d'étude concret mettant en œuvre cette méthode d'analyse par scénario que Carbone 4 met en œuvre pour ses clients, et puis de finir, comme je l'ai annoncé juste à l'instant, par un temps d'échange avec l'ensemble d'entre vous. Si on commence par le sujet de la prospective et donc prendre un pas de recul. Alors voilà souvent chez Carbone 4, pour un petit trait d'humour, ce à quoi on est confronté quand on veut discuter stratégie et décarbonation de l'activité d'une entreprise. On va dire l'entreprise se dit bah oui, en fait, nous, on a effectivement une volonté d'être compatible avec un monde bas carbone à vous, nous, donc les consultants ou les gens qui traitons ce sujet d'un peu plus près, de le rendre compatible avec les réalités économiques. Malheureusement, c'est rarement aussi simple et surtout, la transformation bas carbone est source en fait de transformation également dans l'économie, c'est-à-dire dans tout ce qui fait qu'une entreprise existe et a une pertinence aujourd'hui. Et donc, ces réalités économiques, ce n'est pas impossible qu'elles évoluent en même temps que la décarbonation de nos économies. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, le changement climatique, en fait, globalement, on parle donc déjà d'un état de fait que la science du climat nous permet de matérialiser concrètement depuis le début de l'ère industrielle. On a déjà aujourd'hui accru les températures moyennes à la surface du globe d'environ 1,2 degré par rapport à cette ère pré-industrielle. Mais on va dire le gros de cette transformation, de cette dérive climatique, peut potentiellement être encore à venir. Et ça dépend de nos comportements et de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines dans les prochaines années, les prochaines décennies. Donc, une variété de futurs possibles devant nous. Et dans cette variété de futurs possibles, il y a des scénarios qui peuvent nous amener à une forme de catastrophe climatique. Ce sont les scénarios avec les couleurs les plus rouges sur cette diapositive et qui nous emmènent jusqu'à plus 4 à plus 5 degrés d'élévation de température moyenne d'ici la fin de ce siècle. Dans ce monde-là, le risque principal auquel est exposée l'humanité et ses activités économiques, ce sont les risques physiques liés au changement climatique. Ces risques physiques liés au changement climatique, ce sont les risques liés à l'exposition aux conséquences physiques du dérèglement climatique, élévation du niveau de la mer, vagues de chaleur, sécheresse intense, etc., etc. Du côté de l'autre côté du spectre, qui est, on va dire, plus intéressant et plus positif du point de vue de la survie sereine de l'humanité et des activités économiques humaines à moyen et long terme, les scénarios qui tendent vers le bleu. Et en fait, ces scénarios ont une caractéristique commune, en particulier le bleu foncé et le bleu clair, c'est qu'ils respectent l'ambition de l'accord de Paris, c'est-à-dire maximum plus de degrés d'élévation des températures.
Pour cela, ce que vous voyez, c'est que par contre, il y a une condition, un impératif absolu, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre chaque année, donc le flux d'émissions de gaz à effet de serre, fortement et régulièrement au cours des décennies qui sont devant nous. À cette condition, on va limiter donc le dérèglement climatique à plus de degrés et ainsi donc pouvoir envisager donc un futur serein. Par contre, à l'occasion de cette transformation bas carbone de l'humanité, c'est finalement à peu près toutes les activités économiques humaines, que l'on parle des transports, de la construction, de la production alimentaire, de la production industrielle, j'en passe les meilleurs, qui seraient amenées à se transformer assez profondément pour pouvoir réduire globalement ces émissions de gaz à effet de serre au bon rythme. Ces risques, en fait, et donc ces chemins de transformation bas carbone se matérialisent par des risques et des opportunités de transition au sens de transition bas carbone. Et ces transitions peuvent se matérialiser par des évolutions réglementaires importantes, on va en parler avec l'automobile juste après, mais également des technologies qui peuvent s'améliorer, voire émerger pour permettre d'améliorer l'intensité carbone de telle ou telle activité. Des transformations de marché, par exemple appétence de consommateurs et des modes de consommation qui évoluent et qui rendent tel service, tel produit plus ou moins pertinent dans ces scénarios de transformation bas carbone, et puis aussi de réputation, c'est-à-dire de capacité de l'entreprise à effectivement avoir, on va dire, une image favorable auprès de ses clients et des consommateurs, mais aussi auprès des candidats et candidates qui voudraient rejoindre ces rangs pour pouvoir apporter la compétence nécessaire à la transformation bas carbone de ces activités. Le sujet du jour, c'est de traiter prioritairement les risques et les opportunités de transition. Et donc, je cède tout de suite la parole à Antoine pour partager déjà un premier exemple. Donc merci Gmary. Donc sur la partie illustration des risques de marché et de réglementation et de technologie aussi, on a un bon exemple en la matière de l'industrie automobile. Parce que vous le savez certainement, mais l'industrie automobile est une industrie profondément bouleversée justement par les enjeux de la transition bas carbone. On peut citer par exemple la réglementation européenne qui impose des intensités carbone sur les véhicules vendus par les constructeurs. La Commission européenne qui parle de l'interdiction des véhicules thermiques à horizon 2035, les villes aussi qui se dotent de plus en plus de politiques qui visent à limiter l'usage de la voiture thermique. Et donc tout ça fait que le marché et la réglementation bouleversent le marché automobile. Et donc on a des constructeurs comme Stellantis, Renault ou Volkswagen que vous voyez à l'écran, qui ont des plans d'investissement de plusieurs dizaines de milliards d'euros maintenant, justement pour prendre ce virage de l'électrique qui nécessite des investissements très importants. Et là, on voit aussi le lien avec les ruptures technologiques et les risques de technologie, c'est-à-dire on a besoin d'investir, on a besoin de gagner en compétences pour continuer à créer de la valeur dans ce monde qui se décarbone, et on a aussi un enjeu de sécuriser l'approvisionnement en nouvelles matières premières. Donc c'est voilà, un ensemble de conséquences pour les marchés. Et si on regarde à la slide suivante, plutôt les risques de réputation et les risques de marché. Donc là, c'est l'exemple de l'avion, le Flixcam. C'est un terme dont vous avez certainement entendu parler maintenant. Donc c'est la honte de prendre l'avion. C'est un phénomène social initié en Suède, mais qui a pris beaucoup d'importance tout autour du globe. Et là, ici, vous voyez sur les réseaux sociaux des marques qui sont critiquées parce qu'elles sont associées à cette image de l'avion. Et donc, on voit que justement l'évolution de l'appétence des clients aussi a des conséquences directes sur les entreprises. On peut parler aussi, par exemple, du greenwashing, qui est de plus en plus sanctionné en termes de réputation sur les réseaux sociaux. Et comme le disait Hugues-Marie, aussi la difficulté à recruter des talents ou des employés de tout type par les entreprises les plus polluantes. Donc voilà le panorama des risques qui pèsent sur les entreprises dans cette transition vers un monde bas carbone. Alors, pour reprendre un tout petit pas de recul, d'un point de vue finalement méthodologique, quand il s'agit de penser la stratégie d'entreprise, en fait, ce que l'on constate et ce que l'on expérimente chez Carbone 4, c'est que l'outil, la méthode d'analyse par scénario est une réponse assez intéressante pour pallier aux difficultés ou limites d'une approche stratégique conventionnelle. Comment qualifier cette approche stratégique conventionnelle ? Le premier élément, c'est que souvent, ces exercices sont focalisés sur un certain court terme.
On parle de stratégies à 3 ans, 5, 7 ans, grand maximum, dans certains secteurs à pas de temps long. Alors que quand on pense à la transformation bas carbone, vous l'avez vu dans les scénarios précédents, on pense à horizon 2050, voire au-delà. Et donc, bien évidemment, il y a la question de comment réunir ce court terme, les prochaines années de l'entreprise, et puis ce long terme. Le deuxième aspect, c'est que souvent la pensée de cette réflexion, enfin de cette stratégie d'entreprise est faite en extrapolation de tendances passées, de confrontation à des mégatrends, on va dire, sociétales, d'appétence de consommation, par exemple, et ne fait pas l'effort de se confronter à la réalité physique et aux limites physiques planétaires. Pourtant, une activité n'aura de matérialité et de futur, on va dire, serein et prospère que si cette activité est capable de s'insérer à l'intérieur de ces limites physiques planétaires. Antoine en a parlé en termes de quantité de ressources appelées, par exemple, pour telle activité, mais également en termes d'adéquation avec le budget carbone, qui n'est autre chose que la quantité cumulée de gaz à effet de serre que l'on a le droit d'émettre pour respecter l'ambition de l'accord de Paris. Alors, je vois qu'il y a une personne qui lève la main régulièrement. Si vous pouvez arrêter de le faire, ça sera bien parce que les questions, on y répondra d'ici une trentaine de minutes. Je vous remercie. Le dernier élément, c'est que souvent cette approche aussi est faite en silo. Approche en silo, ça veut dire qu'on va se focaliser en tant qu'entreprise vraiment sur son marché cœur et on va réfléchir de manière moins approfondie sur les bornes, on va dire, de cette activité, que ce soit en amont sur les fournisseurs, en aval sur les clients, et en fait, et surtout sur les autres secteurs qui peuvent également se transformer en parallèle de la transformation de son propre secteur. Et c'est là le principal écueil de l'approche classique, c'est que quand on réfléchit transformation bas carbone, eh bien en fait, c'est tous les secteurs d'activité qui doivent se transformer en même temps pour atteindre collectivement cette neutralité à l'horizon 2050, voire 2060. Et donc, il y a des jeux de transformation et d'impact d'un secteur vers l'autre qui peuvent être assez massifs. Par exemple, un secteur qui imaginerait d'avoir recours à la biomasse pour alimenter, par exemple, ses machines ou ces appareils pour pouvoir continuer à voler ou à opérer dans un monde bas carbone, en même temps, le monde agricole qui produit cette biomasse peut aussi en parallèle avoir des transformations massives et notables à réaliser de son côté, que ce soit en mode de production agricole, mais également autour des modes de travail des sols qui sont des potentiels stocks de carbone. Et vous voyez que quand on combine le tout, l'équation n'est pas aussi simple que quand on se dit oui, aujourd'hui j'ai un carburant, demain j'en prendrai un biosourcé et tout se passera bien. Donc, il y a une nécessité d'une nouvelle approche. Et les deux éléments importants, à nos yeux, c'est la capacité à se projeter dans un moyen long terme qui a une cohérence propre, qui est celle de l'atteinte ou du respect des ambitions de l'accord de Paris. Et ça, les scénarios peuvent permettre effectivement de projeter une activité actuelle dans des mondes futurs qui respectent cette contrainte. Le deuxième aspect, c'est une bonne compréhension et voire même une bonne intégration nativement des drivers physiques, parce que c'est ça qui va pouvoir permettre de s'assurer que cette projection dans un monde bas carbone boucle bien avec ses limites physiques planétaires, une des premières étant ce fameux budget carbone que j'ai évoqué. Alors, désormais, prenons un tout petit peu de temps pour regarder les scénarios de place existants qui permettraient de faire ce travail de prospective. Alors, sur ce travail de prospective, les scénarios disponibles aujourd'hui, ils ne sont pas forcément directement utilisables pour permettre une prise de décision stratégique robuste pour une population de dirigeants d'entreprise. Alors, il y a différentes limites liées à ces scénarios alors la première limite, qui n'en est pas une, c'est leur quantité, parce qu'il y en a un nombre très important. Il y en a plus d'1 millier dans le recensement qu'on a fait, mais déjà, l'immense majorité de ces scénarios ne sert pas du tout la réflexion, on va dire, business, sont des scénarios produits, par exemple, dans le cadre des rapports du GIEC et qui sont beaucoup plus focalisés sur l'évolution du système climatique. Pour ceux qui, effectivement, permettent, on va dire, de décrire les drivers physiques associés à l'activité économique. Déjà, leur nombre est beaucoup plus restreint, on parle de quelques dizaines de scénarios, grand maximum, et ils ont quelques limites, dont la première étant méthodologique. Par exemple, on a dans la plupart des cas, une absence de cohérence physique, c'est-à-dire ce bouclage qui permet de s'assurer qu'on est bien cohérent avec ces limites physiques planétaires. On a aussi un point qui est un petit peu embêtant, c'est une évolution de l'économie qui est exogène, c'est-à-dire que
le PIB est une variable clé dans ces scénarios et l'évolution de ce PIB est une variable exogène, c'est-à-dire qu'on dit qu'il évolue à plus X% par an d'ici 2040-50, mais sans avoir pris la peine de savoir si cette évolution était compatible avec ses limites planétaires, alors qu'elle est directement dépendante de flux physiques pour son évolution future. Donc, j'ai fait le lien aussi avec ces méga-tendances environnementales qui peuvent être absentes, souvent la rétroaction avec le climat, deuxièmement aussi l'impact sur la biodiversité, l'usage des sols, etc. L'absence de scénarios prospectifs contrastés, ce qu'on veut dire par là, c'est surtout le fait qu'on est souvent dans des scénarios, et je vais l'illustrer juste après, très orientés autour de ruptures ou de révolutions technologiques qui vont permettre de combiner accroissement des activités économiques humaines et en même temps baisse de l'impact de ces activités sur l'environnement. La recherche ou l'investigation d'autres leviers de transformation des activités humaines, par exemple autour de la sobriété, donc des comportements humains, sont beaucoup moins explorés et on commence tout juste à voir émerger des scénarios, on va dire, de référence ou de qualité qui explorent un peu ces éléments. Je pense par exemple à ceux de RTE ou de l'ADEME publiés récemment, mais qui sont sur une borne française. À la borne mondiale, on n'a pas encore de scénario de référence commençant à explorer la dimension de la sobriété. Ensuite, pas de prise en compte des impacts physiques du changement climatique et des efforts d'adaptation. Ça, c'est un élément clé qui est que, oui, une dérive du système climatique fait que ça va avoir des impacts sur les actifs de production, sur les chaînes d'approvisionnement et ainsi avoir un impact sur l'activité économique en tant que telle. Et donc, cette boucle de rétroaction, à l'avenir, sera très importante à intégrer. Enfin, le dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est le fait que ces scénarios sont un petit peu, on va dire, bruts, dans le sens où quand vous êtes à la direction d'une entreprise, si vous lisez directement ces scénarios, ça ne va pas vous renseigner de manière notable sur les prises de décision stratégiques que vous avez à faire si vous êtes dans un domaine qui n'est pas directement connecté à ces flux physiques globaux, qu'ils soient énergétiques par exemple ou métalliques. Et donc, la déclinaison vers des décisions au niveau micro de l'entreprise est assez difficile à réaliser. En tout cas, elle n'est pas du tout embarquée dans ces scénarios existants. L'exemple que je voulais vous montrer sur le fait que les scénarios aujourd'hui, dans leur philosophie, sont beaucoup plus autour des ruptures technologiques qu'autour de la sobriété, vous avez ici représenté l'évolution de la production d'énergie primaire, qui équivaut à la consommation aussi, sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, le PIB mondial. Et vous voyez qu'en fait, à un point correspond une année. Donc, vous avez un historique de 1950 à 2018, avec donc, le doublet énergie mondiale, enfin énergie primaire, PIB mondial de cette année-là. Et ce que vous voyez avec les pointillés en bleu, c'est la prolongation, si on continuait à faire les progrès qu'on a réalisés entre 1950 et 2018 sur l'amélioration de l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire la quantité d'énergie primaire nécessaire pour produire $1 de PIB. Donc, vous voyez cette prolongation des tendances passées. Et ce que vous voyez en vert ou en bleu, ce sont en fait les tendances projetées dans des familles de scénarios. Alors, certains sont issus de l'Agence internationale de l'énergie, d'autres des rapports du GIEC, par exemple, récents 1.5. Et ce que vous voyez, c'est qu'ils matérialisent tous un découplage rapide et fort du PIB versus la production d'énergie. Parce que la plupart d'entre eux montent verticalement à partir du point énergie 2018, c'est-à-dire que grosso modo, on stabilise la consommation d'énergie mondiale au niveau d'aujourd'hui, mais par contre, le PIB, lui, continue à monter régulièrement, année après année, pour être plus que quadruplé d'ici 2050 par rapport à 2018. Donc, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que ces scénarios sont effectivement les seuls pertinents et intéressants à regarder pour confronter la stratégie actuelle de l'entreprise à un futur décarboné, ou est-ce qu'il ne faut pas un peu élargir le spectre, si tant est que, on va dire, les ruptures ou paris technologiques qui sont derrière ces scénarios n'arrivaient pas à se matérialiser, ce qui n'est pas improbable. Antoine, je te laisse prendre le relais. Donc, on va regarder maintenant qu'on a fait ce panorama un petit peu des scénarios existants, les écueils potentiels dans lesquels on peut tomber quand on fait une analyse par scénario, qui est un exercice parfois assez disparate en fonction de comment on le fait et l'approche qu'on propose. Et donc, le premier écueil, c'est de réaliser une analyse sans narratif diversifié, riche et cohérente de bout en bout. Donc là, c'est l'illustration que Hugues-Marie vient de faire. C'est
On a aujourd'hui des scénarios, la plupart des scénarios disponibles aujourd'hui, c'est des scénarios typiquement de croissance verte qui proposent une vision de la transition, mais qui n'est pas le seul chemin possible du tout. Et nous, ce qu'on fait dans nos exercices, quand on fait des analyses par scénario, c'est qu'on utilise à chaque fois des narratifs très contrastés. Donc, on a systématiquement un scénario qui va miser plutôt sur la technologie pour réaliser la transition bas carbone et un autre plutôt sur la sobriété et les changements comportementaux. Sans être anti-techno d'ailleurs. Sans être anti-techno, mais voilà, qui permet d'avoir un spectre un petit peu large de futurs à explorer. Et ces narratifs sont construits avec des experts, enrichis au fil des projets qu'on fait. Et on tient beaucoup à conserver la cohérence de cet narratif tout au long de l'analyse, donc d'avoir des rebouclages et des vérifications à chaque fois. Un autre écueil potentiel, c'est de commencer à rentrer dans le problème en utilisant des paramètres économiques et non physiques. Un exemple de ça qu'on observe souvent, c'est par exemple de réfléchir au futur de l'entreprise dans un monde qui se décarbone en regardant quel serait l'impact d'un prix du carbone qui monte sur les activités de l'entreprise. Et donc là, bon, il y a certaines conclusions intéressantes en faisant cet exercice, mais ça ne permet pas du tout de saisir l'ensemble des enjeux de la transition bas carbone, les efforts différenciés en fonction des secteurs, les conflits d'usage, la raréfaction des ressources et les évolutions de marché dues à l'appétence des consommateurs. Et donc nous, notre parti pris, c'est de rentrer vraiment par les flux physiques pour comprendre ce qui se passe physiquement dans l'économie. Donc, on va plutôt parler en mètres, en tonnes, en mètres carrés construits ou en nombre de véhicules vendus. Et on fait le lien avec les flux économiques une fois les résultats physiques obtenus. Troisième écueil, l'approche par silo. Donc, Marie en a déjà dit un mot. Hein. On peut l'illustrer particulièrement avec les conflits d'usage sur les ressources, la biomasse. Voilà, donc c'est typiquement un écueil dans lequel on peut tomber et qu'on évite en faisant une analyse systémique, en fait, en modélisant des scénarios quantitatifs sur la base d'évolution systémique, en prenant en compte la finitude des ressources, la concurrence des usages et en faisant attention de reboucler à chaque fois les scénarios qu'on fait. Et enfin, d'utiliser les scénarios existants sans saisir les limites inhérentes à ces scénarios. Et c'est pour ça qu'on a jugé intéressant de vous faire cette petite analyse juste avant ce slide, pour vous montrer que chez Carbone 4, on connaît bien ces scénarios, on les utilise parfois, mais on sait prendre de la distance par rapport à ce qu'ils nous disent, et ça nous a permis de construire des jeux de données propriétaires Carbone 4, voilà, avec une analyse un petit peu sophistiquée des hypothèses technologiques qui sont utilisées dans les scénarios et qui nous permettent de justifier, nous, les hypothèses qu'on prend. Alors, troisième temps de ce webinaire, on va rentrer maintenant un peu plus dans le concret. Donc, comme vous avez pu le lire dans la publication, le sujet concret qu'on veut aborder, c'est le sujet, par exemple, de l'immobilier, la construction immobilière en Europe. Alors, avant d'y arriver, juste un petit recul méthodologique. Cette analyse par scénario, en fait, son objectif, c'est de venir tester la résilience ou la robustesse de la stratégie d'entreprise dans un monde qui vise, in fine, la neutralité carbone. Une fois que cette analyse est faite, avec des résultats qui sont plus ou moins, on va dire, positifs, l'idée, c'est de ne pas rester au milieu de la rivière, mais plutôt de franchir d'aller sur l'autre rive et d'identifier les options stratégiques pour l'action. Donc, un monde bas carbone, ou en tout cas une économie, un système économique qui tend vers la neutralité carbone, il est porteur d'incertitudes, même dans un futur proche, de ruptures potentielles. Et à cette occasion, l'analyse par scénario, ce qu'elle propose et ce qu'elle permet de faire, c'est de projeter finalement les activités actuelles de l'entreprise dans différents mondes bas carbone, et à chaque monde bas carbone correspond un scénario. On identifie alors les risques et les opportunités dans chacun de ces scénarios et ça nous permet d'analyser donc cette fameuse résilience de la stratégie. On préfère, et d'ailleurs c'est souvent plus parlant, de le faire de façon quantitative. Et derrière se cache donc une modélisation quantitative de ces risques et de ces opportunités, par exemple sous la modélisation de l'évolution du marché sur lequel l'entreprise ou les activités de l'entreprise sont exposées. Donc, le cas que va vous présenter Antoine juste après, clairement, illustre cet aspect.
Et une fois qu'on s'est dit ça, la finalité de tout ça, c'est pas de se dire « Ah bah tiens, c'est ballot, on n'est pas dans une super bonne position, mais bon, on vivra comme ça ». C'est plutôt de se dire mais comment, à ce moment-là, faire évoluer l'entreprise, faire évoluer éventuellement même la stratégie de l'entreprise pour se remettre du bon côté de la barrière, c'est-à-dire là où les activités sont pertinentes, sont prospères dans des scénarios, dans des mondes compatibles avec la neutralité carbone. Voilà finalement donc l'objectif, et souvent ce travail se réalise en 4 étapes. La première étape, c'est finalement dans les scénarios d'identifier les dynamiques à l'œuvre dans des scénarios bas carbone. Donc, c'est vraiment une phase, on va dire, d'immersion de la part de l'équipe dirigeante de l'entreprise pour se projeter dans ces mondes bas carbone. Deuxième élément, comprendre plus finement la structure de l'activité de votre entreprise, les drivers business qui permettent de relier cette activité au niveau micro avec des flux physiques macro qui sont impactés par la contrainte carbone qu'on a évoquée juste avant. Des entretiens avec les métiers d'entreprise sont souvent très nécessaires pour pouvoir affiner notre compréhension de cette structure d'activité. Derrière, toute la phase ensuite de modélisation de cette activité dans des scénarios bas carbone pour enfin arriver à cette analyse de la résilience de la stratégie de l'entreprise et des risques et des opportunités pour les activités et le modèle d'affaires de l'entreprise. Maintenant, rentrons dans le concret et Antoine, présente-nous ce fameux cas sur un promoteur immobilier donc en Europe. Voilà, donc là, on va venir détailler un petit peu l'étude de cas qui est présentée très succinctement dans la publication. Et donc, on va regarder l'évolution de la construction en logement neuf en Europe. Donc, on va rentrer avec un angle de vue d'un promoteur immobilier européen, donc qui typiquement va acheter des surfaces, va faire construire des logements dessus et va vendre ou louer ses bâtiments. Et donc, on va pouvoir regarder un petit peu les conséquences sur l'activité d'un tel promoteur des différents scénarios qu'on regarde. Et donc, la première chose, c'est de se plonger dans des narratifs, des chemins de transition qui vont guider toute l'analyse quantitative ensuite. Donc là, on est sur la partie qualitative. Alors, on se rend bien compte qu'un scénario business as usual, c'est pas une option. Et donc, on a construit avec des experts des trajectoires de degrés contrastées qui permettent d'atteindre une société bas carbone. Alors, le premier scénario qu'on regarde, c'est un scénario qu'on a appelé pro-techno, avec lequel on va venir miser sur des innovations technologiques importantes pour permettre du développement économique tout en diminuant significativement les impacts sur l'environnement. Il y a aussi quelques évolutions comportementales, mais beaucoup moins poussées que les évolutions technologiques. Et par exemple, dans le cas de notre étude de cas, on va venir prolonger les tendances en termes d'urbanisme et la métropolisation ne sera pas remise en question. On a des grandes villes qui continuent à gonfler. Voilà. Dans le scénario sobriété, c'est une approche différente. On a quand même des évolutions technologiques qui sont nécessaires pour atteindre la neutralité carbone, mais on va venir beaucoup plus jouer sur les changements de comportement, les évolutions sociales et sociétales. Et en fait, on a des objectifs de prospérité de la société qui sont redéfinis. Donc, on a un autre horizon que la croissance économique. On va peut-être plus regarder le capital social, la confiance, des indicateurs comme la santé, par exemple. Voilà, qui vont venir changer les comportements des individus et les appétences des marchés. Et par exemple, dans le cas de la construction, on va regarder la répartition. On va dire que la répartition de la population est plus homogène sur le territoire et l'émergence d'habitats collectifs. Et donc, on va venir détailler ces scénarios sur plein de paramètres, dont les dynamiques territoriales, la demande en logement, les besoins de déplacement, pour avoir une vision cohérente du monde. Et donc, c'est des chemins très contrastés. À ce stade, il ne s'agit pas de faire un exercice prédictif du tout. On est vraiment sur la prospective, c'est-à-dire on va construire des histoires cohérentes qui permettent de nourrir la réflexion stratégique dans un futur porteur de rupture majeure. Et donc, une fois qu'on a ces narratifs clairement définis et partagés avec nos interlocuteurs au sein des entreprises, on fait des entretiens avec les métiers de l'entreprise pour comprendre la structure de l'activité et les drivers business. Donc, en plus de nous apprendre sur les initiatives qui sont lancées au sein de l'entreprise, on arrive au schéma suivant en ayant fait ces entretiens. Donc, on part d'une contrainte carbone.
Donc, c'est le budget carbone donné par l'accord de Paris. Donc, c'est purement physique. Et ça, on va le décliner sur deux aspects, la demande et l'offre des marchés qui nous intéressent. Donc, si on regarde l'aspect demande, donc première chose, on a l'urbanisme et changement des modes de vie, donc des hypothèses qualitatives sur ces paramètres-là. On l'a déjà vu sur les changements de dynamique territoriale, les appétences des marchés. Ça nous donne une demande en logement en millions de mètres carrés et on en déduit l'évolution de la surface à construire en millions de mètres carrés par an. Donc là, on a l'évolution du marché du point de vue de la demande. Il faut mettre ces informations en regard de l'offre. Et donc, pour analyser l'offre, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder les contraintes sur les matériaux disponibles pour la construction. Donc, à la fois sur la disponibilité matière et aussi sur l'intensité carbone de ces matériaux. Donc, les leviers technologiques qu'on va pouvoir activer pour décarboner les modes constructifs. Et en mettant ça en regard du budget carbone, ça va donner un droit à construire sous contrainte carbone. Donc, c'est-à-dire, si on veut respecter ce budget carbone en prenant certaines hypothèses sur la décarbonation des matériaux constructifs, on a tant de droits à construire, de millions de mètres carrés à construire par an, en respectant ce budget carbone. Et donc, mise bout à bout, ces deux informations nous donnent l'information sur l'évolution du marché de la construction de logements en Europe sous contrainte carbone. Et donc, à ce stade, on n'a pas d'informations sur l'évolution du comportement de l'entreprise, mais on a une vision plus claire des possibles évolutions du marché dans lequel elle opère. Donc, troisième étape, c'est une fois qu'on a ce schéma clairement en tête, on va venir mettre des hypothèses qualitatives et c'est un peu le cœur du réacteur à ce stade, c'est on donne des résultats quantitatifs sur ces indicateurs. Et donc, en partant de la demande, on va venir détailler un petit peu voilà, les process de calcul qu'on utilise. Donc, dans les deux scénarios, vous voyez que la population reste plus ou moins stable. Et là, on a une hypothèse qui est similaire pour les deux scénarios. Et on va venir distinguer les scénarios sur les hypothèses suivantes. Donc, population stable, on utilise aussi le nombre de personnes par foyer, où là, on a un point de départ à 2,3 en 2020 qui va continuer à baisser en tendanciel dans le scénario Protechno et dont la diminution va un petit peu s'infléchir dans le scénario sobriété, avec une tendance actuelle qui est compensée par l'émergence d'habitats collectifs. Donc toujours relié au narratif global pour garder la cohérence des scénarios. Ensuite, on va venir regarder les mètres carrés par foyer, donc avec une surface qui continue d'augmenter dans le scénario Protechno, avec plus de résidences secondaires et une légère augmentation de la surface moyenne par logement, et qui continue à augmenter également, mais un petit peu moins dans le scénario sobriété, parce qu'il y a moins de résidences secondaires et voilà, et un petit peu de stagnation de la surface par foyer. Donc vous voyez bien que le scénario sobriété, c'est pas un scénario de pauvreté. Il continue à y avoir une certaine abondance, mais voilà, les tendances, certaines tendances s'effritent un peu. Part d'habitat détruit aussi, on va rester sur la même tendance dans le scénario Protechno et on va venir baisser un petit peu ce chiffre, mais vous le voyez assez faiblement dans le scénario sobriété parce qu'on imagine plus de réhabilitation dans un tel scénario. Et enfin, la vacance supplémentaire, donc qui continue d'augmenter dans le scénario Protechno sur l'évolution tendancielle et par contre qui va venir baisser de manière assez significative dans le scénario sobriété, toujours parce qu'on va chercher à réhabiliter les logements vacants dans les centres urbains des petites villes. Voilà, toujours dans cette logique de mieux répartir la population sur le territoire et de redynamiser ces centres des villes moyennes et petites et moyennes. Et donc, ça nous donne un résultat sur la surface neuve annuelle à construire. Et donc, la demande pour la construction neuve. Et vous voyez que même dans le scénario Protechno, avec les hypothèses qu'on a prises, on a une baisse de 20% de cette demande. Et dans le scénario sobriété, la baisse est plus significative avec moins 60%. Et donc, ces informations-là sont à mettre aussi en regard avec les contraintes sur l'offre pour voir s'il y a voilà, pour avoir les deux visions. Et donc, sur l'offre, ce qu'on fait, c'est, comme je l'ai déjà dit, on prend le budget carbone. Donc là, vous voyez que c'est le budget carbone après capture du carbone. Et donc, ça veut dire étant donné qu'on a plus poussé les hypothèses de puits technologiques dans le scénario Protechno, on a un budget carbone qui est un petit peu plus large dans ce scénario. C'est la courbe bleu foncé au-dessus du scénario sobriété que vous voyez.
On met en regard l'évolution de ce budget carbone avec les facteurs d'émission moyens. Donc là, c'est les leviers technologiques qu'on mobilise pour décarboner les modes constructifs. Donc, par exemple, le recours au bois et au béton bas carbone, par exemple. Et donc, vous voyez, dans le scénario Protechno, encore une fois, on pousse un peu plus les leviers technologiques et on est un petit peu en dessous du scénario sobriété. Et donc, le scénario sobriété, il baisse quand même significativement. Donc, encore une fois, on a bien des leviers technologiques activés dans le scénario sobriété. Et quand on met en regard ces deux informations, on a l'évolution du droit à construire, respectant le budget carbone, avec sur lequel on est un petit peu plus large dans le scénario Protechno que dans le scénario sobriété. Et on voit que l'évolution 2020-2050, on retombe dans les mêmes ordres de grandeur. On est autour de moins 20% dans le scénario Protechno et moins 70% dans le scénario sobriété. Et donc, une fois qu'on a ces deux informations, on peut les mettre sur cette slide de synthèse. Avec, vous voyez, les barres rouges, ça représente la demande en 2020, 2030 et 2050. Et les barres bleues, l'offre. Et donc, quand on met ces deux informations bout à bout, dans le scénario Protechno, on est autour de moins 20% sur la tendance marché. Dans le scénario sobriété, on est à moins 70% de tendance marché. Encore une fois, là, on est vraiment sur la tendance marché. On n'est pas encore dans les conséquences directes pour l'entreprise. Alors, à ce stade, il faut bien se garder de se dire « Ah, le scénario sobriété, il m'arrange moins, donc je choisis plutôt le scénario Protechno ». En fait, ce n'est pas tant la question. Encore une fois, on est sur un exercice prospectif. Et donc, le but de ces scénarios, c'est d'élargir la réflexion stratégique. Et donc, l'exercice, c'est plutôt de se dire bah, « Très bien, les narratifs semblent cohérents dans chacun des scénarios. On va plutôt réfléchir à comment pourrait se comporter mon entreprise dans tel ou tel scénario. » Voilà. Et donc après, toute la question, c'est pas non plus, en voyant ces résultats, on se dit ah bah c'est le moment de mettre la clé sous la porte parce qu'on n'a plus rien à faire. Au contraire, il y a énormément de choses à faire. Et la meilleure façon de pouvoir continuer à prospérer et créer de la valeur dans ce monde qui se décarbone, c'est d'être lucide sur les évolutions possibles et d'en tirer des conséquences sur la stratégie de l'entreprise. Et c'est ce qu'on va voir juste après avec Hugues-Marie. Merci Antoine pour cette illustration concrète. Et donc, cette dernière étape, effectivement, c'est l'analyse de la résilience de la stratégie de l'entreprise. Et cette analyse, en fait, il y a effectivement un pan qui est très important. Et ce pan, c'est l'évolution du marché dans chaque scénario bas carbone, exactement ce qu'Antoine vient de vous décrire. Mais ce n'est pas suffisant parce que chaque entreprise a une carte d'identité, une agilité ou une adaptabilité qui est différente. Vous pouvez être, par exemple, sur des marchés qui évoluent défavorablement, mais avec une très faible part de marché aujourd'hui et avec une offre qui est, par exemple, plus intéressante au regard des évolutions bas carbone que la concurrence. Donc, cette transformation-là peut être finalement une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez aussi être très diversifié ou peu diversifié. Donc, on va dire, ça matérialise une conséquence de l'évolution de ces marchés différente sur le futur pour votre entreprise. Dans l'histoire aussi et la culture de l'entreprise, il y a des entreprises qui dans leur histoire, dans leur culture, valorisent et ont fait preuve d'adaptabilité très régulièrement, tandis que d'autres, au contraire, ont plutôt été d'une stabilité à peu près parfaite tout au long de leur histoire. Enfin, flexibilité des capacités de production, c'est sûr qu'il y a des bases d'actifs chez certaines entreprises qui sont très légères, très mobiles, on va dire, tandis que d'autres, ce sont des actifs à vie très longue, avec une intensité capitalistique très élevée. Donc, forcément, ça ne matérialise pas la même capacité d'adaptation face à une évolution de marché donné. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux informations, de ces deux volets qui permettent d'analyser la résilience donc, du business, des activités donc, de l'entreprise dans le cadre d'une décarbonation compatible avec l'accord de Paris. Alors, dans le cas de notre exemple, je ne vais pas tous les détailler, mais c'est pour vous montrer que vous voyez qu'il y a un marché qui évolue en termes de nombre de mètres carrés de logements neufs à construire. Par contre, il y a des opportunités aussi qui émergent autour de la réhabilitation. Et ce que l'on voit, c'est que ces opportunités, on peut venir les creuser. Donc, quelques grandes catégories autour de la réhabilitation et de la régénération urbaine, toutes les dimensions de la rénovation thermique des bâtiments, par exemple. Ensuite, un deuxième volet très important dans ces réhabilitations ou la construction neuve résiduelle qui reste dans ces scénarios bas carbone, c'est l'optimisation bâtière, les matériaux bas carbone. Donc là, il y a vraiment un gros champ d'innovation
à venir investiguer et sur lequel venir se positionner. Également, toute la notion du réemploi, du recyclage de ces matériaux de construction, qui est un gisement d'emploi et d'activité demain important. Le troisième volet, toute la dimension de l'exploitation et de la gestion de l'empreinte carbone du bâtiment lors de sa vie. Ça, en tant que promoteur, constructeur d'un bâtiment, c'est aussi une part de l'empreinte carbone importante. Et donc, la notion de performance énergétique, de production d'énergie sur site, de flexibilité ou on va dire de service apporté à l'énergie, comme par exemple la capacité d'effacement ou même de stockage temporaire d'énergie, dans un monde dont on sait que la disponibilité, par exemple, de l'électricité peut être un sujet de tension à l'occasion de la transformation bas carbone du système électrique, eh bien là, il y a peut-être des services complémentaires, monétisables éventuellement, à venir apporter par ces bâtiments. On parle aussi de services qui peuvent accompagner la décarbonation de la mobilité, dont on sait que, en termes de capacité de recharge, mais aussi d'emplacement pour des véhicules partagés dans des zones urbaines denses, ou enfin la question de la logistique urbaine du dernier kilomètre bas carbone, tout ça sont des enjeux qui potentiellement nécessitent du foncier. Et donc, en tant qu'exploitant ou constructeur d'immeubles ou de bâtiments qui occupent ce foncier, voilà un champ de service important à venir investiguer. Des bâtiments également adaptés aux risques physiques, parce que ce n'est pas parce qu'on se limite à 2 degrés max qu'il n'y a pas de dérive du changement climatique. Et donc, toute la vulnérabilité des bâtiments et leur conception adéquate pour faire face à des vagues de chaleur intenses, par exemple, sont effectivement importantes à prendre en considération et aussi en termes d'opportunités pour une entreprise dans ce secteur. Au final, si on doit conclure un peu ce webinaire, en essayant de ne pas trop dépasser le temps imparti, finalement, on y voit de multiples co-bénéfices apportés par cet exercice de réflexion prospective visant à interroger la résilience de la stratégie. Le premier élément, c'est que le top management de l'entreprise vient se confronter à des mondes, au pluriel, bas carbone, et donc comprend beaucoup mieux les impacts du dérèglement climatique et les ruptures potentielles que cette transformation bas carbone peut venir induire. Parce que souvent, quand on lit effectivement des articles de journaux, ce n'est pas forcément évident de comprendre que c'est une transformation systémique de profondeur qui est associée à ces ambitions de l'accord de Paris. Le deuxième élément très important, c'est que à haut niveau dans l'entreprise, ça permet de partager un référentiel, un lexique commun pour les instances dirigeantes. Quand demain, au niveau du comité exécutif ou du conseil d'administration d'entreprise, on va parler sobriété, on va parler pro-techno, eh bien finalement, il y a un imaginaire, des narratifs, des histoires de transformation bas carbone qui ont été partagées par toutes les personnes de ces instances dirigeantes. On peut être d'accord ou pas d'accord, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand on parle sobriété, aujourd'hui, avant d'avoir fait ce travail, certains vont penser retour à l'âge de la caverne ou Amish, pour ne citer aucun futur prétendant à l'élection présidentielle, mais d'autres vont imaginer un futur finalement emportant des transformations de mode de consommation, mais quand même très, on va dire, inspirant et positif. Pour réconcilier ces vues et y mettre derrière la même réalité, derrière ce terme sobriété par exemple, eh bien, ce travail permet à ce moment-là de partager ce référentiel et ces lexiques communs. Le troisième élément, c'est enfin de venir réconcilier un sujet, on va dire, qui était historiquement de reporting, voire d'éthique pour l'entreprise, à savoir le sujet de la réduction de son empreinte carbone, vers un sujet qui est fondamentalement business et stratégique, à savoir comment je continue à créer de la valeur dans des mondes qui se transforment en profondeur pour être compatibles avec la neutralité carbone. Et ça, c'est l'objet concrètement de discussion du quotidien dans les instances dirigeantes. Et donc là, c'est vraiment par cet angle de la création de valeur que ces travaux sont apporteurs, on va dire, de même valeur ajoutée. Enfin, une fois que ces travaux sont réalisés, et partagés, dont les conclusions et conséquences sont partagées auprès de l'ensemble des équipes de l'entreprise, éventuellement aussi des investisseurs et des parties prenantes externes. Ça peut devenir une réelle source de motivation, d'adhésion à un projet de l'entreprise refondé. Donc, pour l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, ça peut aussi être une capacité d'attractivité nouvelle pour des talents qui rejoignent ce projet d'entreprise inspirant, et aussi une capacité de rétention, voire d'attractivité vis-à-vis d'investisseurs intéressés par un projet d'entreprise qui intègre nativement la compatibilité avec une ambition de neutralité carbone et plus généralement des limites physiques planétaires. On va en finir là pour cette présentation. On a dépassé de 5 minutes et maintenant on vous propose d'ouvrir le temps d'échange questions-réponses dans le quart d'heure qui nous reste. Et je vais tout de suite ouvrir, je ne l'ai pas encore fait, le petit module questions-réponses. Antoine, je t'invite à faire de même et on va essayer de se partager la réponse à ces questions.
Alors, on ne va pas forcément pouvoir y répondre à toutes, mais on va essayer de répondre à celles qui sont, on va dire, les plus générales. Alors, j'en vois une première autour de l'électrification générale de notre société. Ne va-t-elle pas permettre de shifter le problème vers le souci de l'approvisionnement en ressources rares? Ne va-t-on pas solutionner le problème des énergies fossiles en créant un autre problème? Alors, effectivement, dans des scénarios de transformation bas carbone, l'électrification est un vecteur de décarbonation, pour peu que cette électricité, bien sûr, soit bas carbone, qu'elle soit aussi disponible, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette électrification, elle ne veut pas dire, par exemple, une multiplication par 3, 4, 10 de la quantité d'électricité consommée pour assumer, on va dire, une activité économique prospère. Typiquement, des scénarios récents, comme ceux de RTE, voient une évolution de la consommation d'électricité, par exemple, en France, passer d'un peu plus de 500 TWh aujourd'hui à, dans un scénario, on va dire, plutôt pro-techno dans sa philosophie, sans pousser tous les leviers technologiques à fond, autour de 650, 700 TWh. Donc, vous voyez que c'est une évolution notable, mais ce n'est pas non plus un facteur même 2 d'évolution de la consommation d'électricité. Et d'autres scénarios qui misent beaucoup plus sur des leviers de sobriété, je pense à ceux de Negawatt, de l'ADEME aussi récemment, mais le futur aussi scénario de sobriété de RTE qui va sortir rapidement, enfin prochainement, envisage une borne basse, si vous voulez, de la consommation d'électricité autour de 400, 450 TWh d'électricité consommée par rapport à 500 et quelques aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on a un intervalle autour de la consommation d'aujourd'hui, à la baisse comme à la hausse, mais on n'est pas dans quelque chose qui est un défi, on va dire, qu'on pourrait qualifier d'insurmontable ou d'utopique autour de cette électrification, à la fois de la mobilité, de l'industrie, du chauffage dans nos logements. Et le sujet du déplacement vers un autre problème, effectivement, il faut aussi viser tout de suite la bonne compréhension de l'impact sur les ressources nécessaires pour, par exemple, produire ces technos. Je pense aux batteries, par exemple, pour les voitures. Tout de suite envisager le réemploi, le recyclage de ces batteries nativement et également la mise en place de filières d'approvisionnement les plus bas carbone possibles. Antoine, tu veux répondre à une autre question ? Alors, attends, je te laisse le son. Donc, il y a une question. Pouvez-vous définir plus précisément ce que vous entendez en parlant de sobriété énergétique? Donc, sobriété énergétique, c'est un terme un peu générique qui couvre plein d'aspects. Le premier, c'est une modification des usages. Enfin, en fait, la sobriété énergétique, c'est tout ce qui va permettre de faire des économies d'énergie. Et donc, un premier levier, c'est changer les usages pour moins consommer d'énergie. Donc, on peut penser à la mobilité. On va chercher à réduire les déplacements, réduire la vitesse de déplacement, pour faire des économies d'énergie. Donc, passer par exemple de l'avion au bateau pour le fret, voire au train, moins circuler en voiture, plus en vélo, ça c'est de la sobriété énergétique. On a aussi un autre aspect de la sobriété énergétique qui est, on va garder le confort existant, mais on va faire des changements qui vont permettre de réduire la consommation d'énergie. Et ça, on peut citer par exemple la rénovation thermique des bâtiments qui permet de réduire notre consommation d'énergie à un niveau de confort constant. Donc, on a tous ces aspects-là qui sont pris en compte dans les scénarios. Et donc, ça fait le lien avec la question peut-être précédente. Voyez-vous une approche coordonnée concernant la sobriété au niveau de l'Europe? On voit bien que les leviers que je viens de citer, ils sont quand même discutés au niveau européen. Voilà, il y a des plans de rénovation thermique des bâtiments qui sont mis en place. Et donc, dans tous les cas, il y aura de la sobriété. Il y a besoin de faire des économies d'énergie et il y a besoin d'aller vers de l'efficacité énergétique. Après, c'est vrai que le schéma politique dominant est plutôt dans une dynamique où on va faire de la croissance verte, c'est-à-dire on va pouvoir continuer à avoir une consommation matérielle toujours croissante, mais en réduisant l'impact sur l'environnement. Et donc ça, c'est effectivement une réalité pour l'instant, mais on voit qu'il y a quand même des alternatives et des voies qui se lèvent pour justement pousser ces alternatives et dire qu'il ne faut pas tout miser sur la technologie pour sauver l'humanité. Alors, pour continuer dans les questions, il y en a une de Chloé Coursager que je trouve intéressante. Quels sont les interlocuteurs clés dans l'entreprise, selon votre expérience aussi les plus transformants? Quels sont les délais de telle mission, le temps passé, quel suivi suite au diagnostic? Alors, sans rentrer dans une somme de détails, un facteur clé de succès
extrêmement important dans ce type de travail, c'est dès le départ d'intégrer la strate dirigeante de l'entreprise, que ce soit le comité de direction, le comité exécutif, vous le nommez comme vous voulez dans votre organisation, mais il faut que dès le départ, d'une certaine manière, ce soit cette instance dirigeante qui finalement valide l'intérêt de réaliser ce travail. Et ensuite, à mesure que ce travail se réalise, de continuer à les intégrer, alors via des ateliers, des points d'avancement divers et variés, qui ne mobilisent pas forcément tout le monde à tout instant, mais en tout cas, si dès le départ, ces personnes-là ne sont pas intégrées dans ce travail, à ce moment-là, l'impact sera beaucoup plus limité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on vient apporter des conclusions qui peuvent être assez transformantes ou déstabilisantes, à ce moment-là, l'appropriation de ces résultats ne se fera pas de façon, on va dire, optimale, parce qu'on passera beaucoup de temps, et c'est très naturel, à venir dépioter toutes les hypothèses et méthodes de modélisation, plutôt que de venir discuter finalement les conséquences, d'un point de vue de la stratégie d'entreprise, de ces conclusions. Et c'est pourtant ça qui est le plus intéressant à réaliser. Délai de telle mission, on parle de 4 à 6 mois en temps normal. Il faut du temps parce que l'appropriation aux différents moments de ces travaux, l'appropriation des résultats prend un peu de temps. Il faut un peu laisser le soufflet retomber pour anticiper l'étape suivante. Donc, il ne faut pas non plus viser quelque chose de trop resserré. Quel suivi suite au diagnostic ? Eh bien, on a fait ce travail-là pour une trentaine d'équipes dirigeantes aujourd'hui. Le suivi, c'est que, alors, c'est très, en tout cas, le côté de une entreprise qui aurait fait appel à nous et le lendemain dit nous faisons la révolution et c'est grâce à Carbone 4, ça n'est pas arrivé. Pourquoi ? Parce que globalement, c'est rare les entreprises qui font une révolution de A à Z dans un pas de temps extrêmement court. Par contre, vous voyez en fin de la publication quelques retours de certains de clients qu'on a accompagnés. Et globalement, ça a permis, la plupart du temps, de pouvoir intégrer au cœur de la discussion stratégique et business de l'entreprise cet angle climat, et non plus sous l'angle des émissions de CO2 de l'entreprise, mais nativement comme la contrainte carbone auquel se confronter pour envisager l'évolution des activités de l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, on voit des décisions fortes prises par certaines des entreprises ou des bottom line stratégiques désormais affichées au marché qui font suite à ces travaux. Antoine, je te laisse reprendre une autre question. Oui, je vais répondre à la question sur la portée géographique des scénarios développés par Carbone 4. Donc, on a là l'étude de cas qu'on vous a présentée, c'est sur le périmètre Europe. Mais on a aussi des scénarios pour l'ensemble du monde, en fait, et en particulier pour l'Amérique du Nord, la Chine. On a aussi des scénarios sur l'Inde. Voilà, donc on couvre énormément de géographie au niveau monde. Et sur différents niveaux d'ambition des scénarios aussi, et ça fait le lien avec la remarque suivante, c'est-à-dire que le scénario qu'on vous a présenté, c'est un scénario de degrés qui induit des conséquences importantes sur l'habitabilité de la planète. Et donc, on a aussi des scénarios well below 2 degrees, donc compatibles avec l'accord de Paris, et 1,5 aussi. Donc, voilà, on couvre un périmètre vraiment large de ce point de vue-là. Merci Antoine. Il y a une famille de questions que je résumerai ainsi autour de mais moi, si je bouge, et en particulier autour de la sobriété, est-ce que ce n'est pas me scier la branche sur laquelle je suis assise parce que mes concurrents, ne le faisant pas, vont me prendre des parts de marché ? C'est une excellente question. Et là, on parle de la dynamique en fait, de marché. L'élément important, c'est que vous voyez qu'une fois qu'on arrive au résultat, à l'identification des risques et des opportunités, en particulier dans le scénario sobriété, ça potentiellement induit des décisions stratégiques fortes à prendre. Le point, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple concret de, on va dire, révolution à vous partager, c'est que en tant que dirigeant d'entreprise, ce qu'il faut, c'est être prêt au bon moment. Faire la course en tête et finalement quasiment épuiser, voire tuer son entreprise en disant que tous les autres finalement ont une approche délétère, ça peut être extrêmement, on va dire, vertueux d'un point de vue éthique, mais in fine, ça ne changera potentiellement pas la donne. Donc, il y a différents leviers dans ce cas-là à activer pour l'entreprise en direct pour pouvoir faire en sorte que ces évolutions de marché apparaissent. Donc là, on parle par exemple de lobbying, on parle de communication, on parle d'influence pour finalement déjà positionner l'entreprise vis-à-vis de ses consommateurs, de ses régulateurs, plus généralement, on va dire de ses parties prenantes, de la positionner différemment, de commencer à incarner un discours, un positionnement en rupture.
Et derrière, en termes d'offres, que ce soit produits, solutions, eh bien, de commencer à faire évoluer cette offre dans le sens de ce nouveau positionnement, mais sans forcément tout tuer l'offre, on va dire, du monde d'avant d'un coup, et d'adresser cette transformation de façon, on va dire, progressive. Le point qu'il y a derrière, c'est par contre très important, et ça peut se faire de manière, on va dire, très confidentielle, c'est de préparer le coup d'après. Et ça peut passer par de la recherche et du développement, ou de l'innovation, ou de la veille pour faire de l'acquisition d'entreprises qui maîtrisent une technologie ou un service, une solution très pertinente aux yeux de ce futur chemin stratégique. Et ça, cette préparation-là, elle peut se faire en temps masqué et, on va dire, sortir du bois dès que les premiers signaux verts commencent à apparaître. Vert dans le sens positif, hein, pas que bas carbone. Et donc, en fait, je pourrais résumer ce propos dans la phrase suivante, c'est se préparer, à l'issue de ces travaux, c'est se préparer à être prêt à ces transformations. Et donc à saisir l'ensemble des opportunités qui se présenteront parce qu'on les aura déjà intellectualisées, pensées, préparées et donc prêts à appuyer sur le bouton pour les activer. Antoine, je te laisse reprendre une autre question. Oui, bah, il y a énormément de questions dans cette veine-là. Peut-être quelque chose rapidement. Donc, sur la TCFD, on le met dans la publication. C'est un exercice qui est recommandé par la TCFD, donc compatible avec ce qui est demandé par cette réglementation. Et après, il y a des questions autour de, voilà, vous décrivez une situation de marché qui décroît. Est-ce que c'est pas incompatible avec une croissance économique pour l'entreprise? Et ce qu'on explique, c'est en fait pas du tout. C'est que un marché qui se contracte, ça ne veut pas dire que tous les acteurs vont avoir leurs profits qui se contractent à la même vitesse. Et au contraire, c'est plutôt les entreprises, comme l'a dit Marie, qui ont saisi avant tout le monde les enjeux de la transition bas carbone et qui vont se positionner en avance de phase sur les marchés porteurs, qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu et à créer de la valeur. Alors de la valeur économique, mais au-delà de la valeur économique, de la valeur pour la société, c'est ce qui va leur permettre de survivre et de prospérer. Hop. Alors, il est bientôt 11 h, donc je pense qu'on a le temps encore de répondre à une question. Peut-être, je vois dans les questions qui arrivent aussi une famille autour de « mais ok, comment convaincre une strate dirigeante qui, pour le dire de manière un peu grossière, n'en a rien à faire ?» Alors, c'est une très bonne question et c'est souvent le début du chemin. Et ce début du chemin, à nos yeux, hein, et c'était le point qui était numéro 1, on va dire, de la synthèse, c'est la formation. Il y a effectivement comprendre que le sujet du dérèglement climatique et de la transformation bas carbone, c'est un sujet éminemment stratégique pour l'entreprise. Ça ne tombe pas forcément comme ça tout seul dans un cerveau. Et donc, l'aspect de la formation est importante. On a des programmes de formation pour les strates dirigeantes, comités exécutifs, conseils d'administration chez Carbone 4. C'est des formats qui prennent à peu près une demi-journée. Ça peut s'étendre à une journée complète si besoin. Et ça, souvent, c'est le point de départ qui donne aussi envie à cette strate dirigeante de s'y confronter un peu plus en détail. Je regarde. Oui, alors il y avait de nouveau des questions sur le temps. Donc ça me prend 3 secondes de vous y répondre. Le temps moyen pour ce type d'accompagnement, 4 à 6 mois à peu près. Je pense que le temps est quasiment écoulé, donc il ne nous reste plus qu'Antoine et moi à vous remercier pour votre présence. On était quasiment 200, 250 là, pendant tout ce webinaire, ce qui, ma foi, est un auditoire assez nombreux. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Ce support, cet enregistrement sera disponible normalement dès demain sur notre site internet. Et d'ici là, bon courage à toutes et à tous pour mener, induire, stimuler cette transformation bas carbone dans vos organisations respectives et n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email qui est sur la page de garde du support que vous aurez accessible. Un grand merci, bonne matinée et on espère à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.